Bienvenue au Polysécure, épisode plus technique. Je suis avec Yassir, un nouveau collaborateur. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, alors je m'appelle Yassir Kazar. Je suis ce qu'on peut appeler un passionné de technologie. Je pense, comme beaucoup d'enfants de la génération 80, je me suis retrouvé avec des ordinateurs entre les mains en étant adolescent. Et donc j'ai commencé à bidouiller très très tôt. Puis j'ai fait des études en informatique, plus précisément en informatique appliquée à la gestion. Je suis aussi un entrepreneur dans l'âme, donc j'ai créé une première start-up en 2004, une aventure qui a duré 3 ans. Puis ensuite, j'ai travaillé dans le monde du conseil, dans la business intelligence, l'analyse de données pendant 9 ans. Et puis ensuite, le virus de l'entrepreneuriat a repris le dessus à nouveau. Et là, j'ai créé une start-up à nouveau qui s'appelle Yogosha, qui est une plateforme de cybersécurité crowdsourcée, où en fait, on fait travailler des hackers avec les entreprises pour les aider à sécuriser leur système, soit avec du pentest, soit avec du bug bounty, par exemple. En parallèle à ça, j'interviens très souvent dans des écoles, soit d'ingénieurs, soit de commerce pour enseigner la cybersécurité. Si c'est des écoles de commerce, c'est plutôt le marché de la cybersécurité, sa structuration, ses acteurs, etc. Si c'est des écoles d'ingénieurs, c'est plutôt des cours assez techniques sur de la sécurité offensive. Donc, en gros, comment on s'introduit dans des systèmes. Sur un plan personnel, marié, 2 enfants, j'adore le métal, j'adore les échecs. Et j'ai une curiosité maladive qui fait que si je ne comprends pas quelque chose, je peux passer beaucoup de nuits blanches dessus, au grand malheur de ma femme. Voilà, je pense que c'est un très bon résumé. Je crois qu'on partage beaucoup de points communs sur, entre autres, les nuits blanches à chercher des choses qui nous titillent le cerveau. On va justement aborder tout le volet du bug bounty qui est dans le fond l'entreprise la dernière entreprise que tu as formée. Il y a un historique très intéressant, puis on va aborder justement la première étape qui est l'historique de d'où ça vient, puis pourquoi on fait du bug bounty maintenant, pourquoi on œuvre là-dedans et pourquoi c'est devenu très important dans le marché. Puis on va commencer par peut-être une certaine définition des origines de certains nombres de termes et d'acteurs dans le milieu. Avec grand plaisir. Alors, je pense que effectivement, si on veut un peu aller à l'historique ou au bout des choses, il y a un premier terme qui est inévitable sur lequel il faut s'arrêter, c'est celui du hacker. Bon, c'est un terme aujourd'hui qui est assez fascinant. Il y a un peu de fascination, un peu de crainte. C'est un peu comme les héros des temps modernes, mais aussi en même temps, des fois, on les mélange avec les cybercriminels. C'est un terme qui a assez évolué dans le temps, dans lequel il y a des définitions un peu, on peut dire, historiques, des fois subjectives. Néanmoins, si on revient un peu sur tous les repères historiques qu'on peut avoir, c'est un terme qui semble avoir été créé quand même dans au sein du MIT, aux États-Unis, les clubs du MIT, c'est là où ce terme a vraiment été créé. Et là, pour le coup, on parle plutôt de gens qui étaient passionnés par l'informatique, qui ont vu dans l'informatique et dans la technologie des choses que peut-être les autres personnes n'ont pas vues. Donc, typiquement, si on revient à cette période-là et au MIT, il y avait un club à l'époque de modélisme ferroviaire, donc il créait des petites miniatures de trains qui s'appelait le Tech Model Railroad Club, je crois, le TMRC ou le TRMC, j'ai peut-être inversé quelques lettres, mais c'était ça à peu près l'idée, dans lequel il y avait des gars, alors c'est peut-être des noms qui parlent à personne, Peter Samson ou Jack Denny, et voilà, c'était de gros passionnés. Et donc, ils s'amusaient à reconstruire des miniatures de trains, mais aussi, ils avaient découvert des salles où il y avait les circuits électriques, et donc ils s'amusaient énormément avec ça et avec les machines informatiques. Et c'est vraiment là où le terme hacker quelque chose, tu vois, le verbe, il est vraiment né chez ces gars-là, dans le sens de on va bidouiller en fait des systèmes informatiques. Bon, à l'époque, ils travaillaient sur des mainframes, des anciennes machines qui étaient stockées dans un bâtiment. Donc, ils s'amusaient avec ça et les hackaient. Donc, à la base, il n'y avait rien de cybercriminel. C'était plutôt des gars qui avaient vu, voilà, quelque chose qu'on pouvait s'amuser avec la technologie. Et donc, en fait, on va avoir plusieurs vagues
de hackers successifs. Donc, les tout premiers, c'est ceux que je viens de citer là à l'instant. Et on va avoir une deuxième vague qui va venir quelques années plus tard. Là, ça va être plutôt les hackers du hardware. Donc, ceux vraiment qui vont commencer à bidouiller du matériel informatique pour le triturer. Et la troisième vague, c'est la vague des gamers. Donc, ceux qui vont créer les premiers jeux sur ordinateur. Et donc, typiquement, c'est vraiment voilà, le gaming fait partie intégrante du hacking et inversement. Et le hacking fait partie intégrante du gaming. Si on prend ces trois grandes vagues, moi, mon repère, c'est un livre qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Stephen Levy, qui s'appelle L'éthique des hackers. Donc, il y a une édition française qui est sortie depuis un petit moment, qui est sortie en 1980, en 1984, je crois, à peu près, quelque part dans ces eaux-là. Je me rappelle plus de la date exacte, mais c'est dans les années 80. Et donc, c'est ça ma référence pour donner ces grandes vagues-là. C'est pas quelque chose que j'ai imaginé. Et donc, ça nous donne ce découpage-là. Et en fait, ce qui a traversé ces trois grandes vagues, et ce qu'on va retrouver dans des films cultes, on en parlait en rigolant, toi et moi, Hackers, c'est un peu, on va dire une sorte de manifesto ou des principes ou des idéaux qui vont animer les personnes ou les individus qui vont s'inscrire dans cette communauté-là. Il y en a à peu près 6. Hein. Encore une fois, si on se repère soit au Hacker Manifesto, soit au livre de Stephen Levy, on va avoir d'abord le fait que l'accès aux ordinateurs est universel. Donc, en gros, il faut que les gens puissent accéder à des ordinateurs, puissent les utiliser, parce que ces gens-là se sont dit, les ordinateurs, bon, bah, typiquement, ça peut nous donner accès à des informations, on peut apprendre des choses, on peut bidouiller. Donc, ça, c'est le premier élément. Et c'est assez intéressant parce que, du coup, ça montre qu'ils avaient une conscience que l'accès physique aux choses était important. D'accord? Là, on parle vraiment accéder à l'ordinateur. Il faut vraiment que chaque individu puisse avoir sa propre machine, en gros. Le deuxième, c'est que toute information doit être libre. Donc, il croyait beaucoup dans le partage des informations. Le troisième, c'est se méfier de l'autorité, ou en tout cas, encourager la décentralisation. Et là, il faut faire très attention. Donc, je pense que il y a beaucoup d'incompréhension autour de cette partie-là. C'est peut-être là où la nuance se crée. C'est-à-dire que quand on parle de se méfier de l'autorité, c'est pas forcément l'État. Parce qu'il y a des hackers qui travaillent avec des États qui les aident et autres. Mais c'est vraiment le symptôme de l'autorité qui s'impose sans explication, sans justification, contre le bien commun. Et donc, typiquement, c'est pour ça que très tôt, c'est des gens qui ont cru dans la décentralisation et dans des modèles de plateformes qu'on va voir aujourd'hui. Ouais. Voilà. Mais il faut aussi remettre en contexte que c'est principalement un mouvement américain où le libertarisme américain est très fort et très ancré dans cette société-là. Donc, ce point-là est pas étonnant venant de ce côté-là, mais il est très intéressant qu'il ait été propagé plus loin et justement qu'il y a une certaine forme d'adhésion plus globale à celle-là, dans le contexte dans lequel on parle, là, bien sûr. Tu as parfaitement raison. Et tu vois, ce qui est marrant pour qu'on s'arrête là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, il y a une nouvelle vague des organisations décentralisées, des organisations horizontales, de plus en plus de management, tu vois, un peu décentralisé. En fait, ça trouve ses origines si tu remontes petit à petit, parce que c'est les startup tech qui propulsent ce genre de choses. Mais tu vois, en grossissant le trait, ça trouve ses origines chez ces premières communautés. Quatrième principe, c'est le principe du mérite, de la méritocratie. Hein, ça, à l'époque, en fait, tu faisais tes hacks et en fait, tu faisais tes bidouilles et on te jugeait sur la base de tes bidouilles, en gros, de tes hacks, et c'était le seul critère qui comptait, que tu sois jeune, noir, tu vois, juif, musulman, athée, ce que tu veux, on s'en foutait. Ce qui était important, c'est qu'est-ce que tu apportes à la communauté. Et d'ailleurs, même les diplômes, hein, c'est des communautés dans lesquelles avoir un diplôme ou pas n'avait pas de grosse importance. Les deux derniers sont un petit peu, c'est important de dénoter, tu vois, c'est là où la coloration des hackers se confirme, en tout cas c'est l'idéal. Le cinquième, c'était autour de l'idée du beau et de l'art, c'est-à-dire qu'ils allaient jusqu'à dire
un bout de code ou un ordinateur peut vraiment créer quelque chose d'artistique ou de beau. Tu vois tu comprends où je veux aller. Et donc, cette optimisation du code, cette optimisation de ce qu'on peut faire, de créer de belles choses. Et le dernier, cette conviction très forte que les ordinateurs pouvaient améliorer le quotidien des individus. Et tu vois, c'est vraiment des idées qu'on évoque surtout dans le monde des startups de manière un peu presque barbare aujourd'hui. Et voire même des fois même dénaturé, c'est poussé à l'extrême. Mais au fond du fond, on retrouve ça chez les hackers. Et en fin de compte, c'est un mode de vie, c'est une philosophie, c'est un idéal qu'on cloisonne aujourd'hui dans les attaques informatiques. Parce que, tu vois, encore une fois, si on suit le fil de l'évolution de cette communauté, il y a eu les freakers, puis il y a eu les vrais premiers virus qui ont été développés. Et tout d'un coup, il y a eu un mélange de genres où on utilisait le mot hacker à chaque fois qu'il y avait un exploit informatique, même si c'était illégal, on utilisait ce terme-là. Et c'est peut-être de là d'où vient cette confusion. Voilà, je parle beaucoup. Oui, mais énormément. Puis, dans les années 90, début 2000, c'était dans la communauté un malheur très grand, justement, que cette appropriation du terme hacker vers une finalité négative criminelle. Il y a eu beaucoup d'efforts pour rétablir ça, mais ça n'a jamais fonctionné. Une fois que l'espace public a pris le contrôle d'un terme, on a perdu la valeur de ce terme-là. Exact. Mais on est effectivement dans cet univers-là qui a évolué au niveau des années 90, où justement les hackers se sont confrontés au système légal les premières fois, de façon malheureuse, parce que je pense que les premières initiatives n'étaient pas d'une réflexion illégale, mais étaient vraiment un contexte d'expérimentation qui a juste mal tourné. Et bon, on est dans ces univers-là ou dans ces années-là aussi, Kevin Mitnick est devenu une star qui a cristallisé l'aspect négatif et criminel du terme hacker aussi, là. C'est vrai. On est tout à fait d'accord. Et c'est là, tu vois, on rentre dans, typiquement, on parlait les freakers ou les freakings, ceux qui vont s'attaquer très vite à tous les systèmes téléphoniques. Et donc, effectivement, je pense que Mitnick incarne un des premiers à commencer à jouer avec ces systèmes-là. Et on connaît tous son histoire. Mais du coup, voilà, il a peut-être donner le premier pas à cette ambivalence qu'il peut y avoir autour de ces termes-là. Et c'est vrai qu'on ne s'en est jamais remis. C'est-à-dire que même moi, aujourd'hui, je continue de dire ça, mais de dire, voilà, faites attention, il y a cybercriminel, il y a hacker. Mais on sent bien que l'imaginaire populaire, en tout cas l'imaginaire public, surtout les médias, je trouve, et les journalistes, ont une facilité à utiliser le terme hacker qui est bien installé, même si je note, il y a de plus en plus de journalistes qui font attention quand même. En tout cas, là, je parle, par exemple, dans le paysage français ou franco-français, il y a des journalistes qui commencent à faire attention de plus en plus pour dire cybercriminel, cyberterroriste, plutôt que de balancer hacker très, très vite, quoi. Ouais, l'apparition du terme cybersécurité a beaucoup changé cet élément-là. Donc, on est vraiment dans des cybercriminels, ce qui a peut-être facilité ou changé un peu l'approche. Mais en même temps, puis ça me fait sourire ce terme hacker-là parce que pour avoir vécu avec cette génération-là, dans le fond, je suis dans les premières vagues essentiellement. Les gens étaient qualifiés comme hackers aussi. C'est pour ça que ça dans l'esprit public. Une personne qui était capable de moindrement savoir comment fonctionnait un ordinateur, puis là on parle vraiment des éléments de base, était qualifié comme un hacker, était qualifié comme un WizKid, un élément, une personne dans lesquelles, quand on regarde avec mes yeux d'aujourd'hui, c'est complètement farfelu. C'est juste c'est comme si quelqu'un aujourd'hui qui utilisait Facebook était qualifié comme un hacker à l'époque. C'est un peu le même niveau de relation. C'était très comique. Ça fait que ça l'a amplifié encore plus l'ignorance et la peur des gens, des personnes qui contrôlaient une technologie qui, à l'époque, comprenaient essentiellement pas du tout, là. Ouais. Et c'est vrai que, puisqu'on a ouvert ce volet, tu vois, si on laisse de côté tous ces repères historiques sur le MIT, ses clubs, etc. et tout, il y a une autre réalité qui était très présente d'un point de vue culturel dès les années 80, voire même un peu avant, c'est la culture cyberpunk. Et donc, celle-là, elle était très présente et donc il y a eu beaucoup d'auteurs de science-fiction qui ont vraiment installé cette culture-là. Et c'est vrai que c'est une culture dans laquelle les hackers étaient très présents, la technologie était très présente,
c'est une culture qui était, au fond, quand on voit tous les films, par exemple, de cyberpunk, alors on peut prendre des films anciens, Blade Runner, qui est un film culte, tu vois, mais on peut prendre des trucs un peu plus récents, Matrix, ou on peut prendre encore plus récent, Ex Machina ou autre, hein, toujours cette réflexion sur la place que va prendre la machine dans un monde post-apocalyptique très souvent, tu vois, c'est toujours post-apocalyptique, le héros est toujours un héros sombre, un peu désabusé, qui ne croit pas toujours en l'humanité, mais qui va quand même se battre pour l'améliorer. C'est vrai que c'est une culture qui a aussi installé une sorte de poids presque négatif ou pessimiste, et qui a certainement joué dans l'imaginaire. C'est-à-dire que dès qu'on utilise hacker ou technologie, très vite, c'est Terminator qui va prendre le contrôle de la société, qui va tous nous tuer. Et en fait, il n'y a qu'une petite armée de gens qui vont pouvoir nous sauver, qui sont à la marge de la société. Donc, il y a un peu de vrai dedans. Mais la caricature a tellement grossi, a été tellement dénaturée, que cette culture est devenue presque un repère premier dès qu'on commence à parler du hacking, de la cybersécurité qui s'installe dans les esprits, quoi. Ouais, ben en termes d'exemple, c'est comme Swordfish, la caricature est grossière en termes de capacité de quelqu'un de faire des manœuvres ou que dans le fond dans l'esprit public, c'est encore une incompression grave de tout ce que c'est. Il y a aussi comme œuvre littéraire, c'est le Neuromancer de Gibson aussi qui est l'œuvre de référence en termes de cyberpunk, je crois, qui a démarré tout ce qu'on connaît maintenant. Puis dans le fond, la Matrice est probablement l'exemple le plus complet de ce genre d'éléments de la communauté cyberpunk et la vraie communauté qui est vraiment liée avec les hackers dans ce cas-ci où on est vraiment dans un contexte de gens qui brisent un système pour se libérer du système. Fait qu'on est vraiment dans le cas du manifesto, on est vraiment dans un contexte qui est très, très proche. D'où le film a eu un énorme succès au niveau de la communauté des hackers, justement, parce qu'on s'est senti un peu interpellé et compris à travers cette œuvre cinématographique-là. Donc, non, c'est vrai, t'as raison. Gibson est pareil que si on prend les repères historiques, est souvent cité comme un des pères fondateurs il y en a d'autres, mais The Neuromancer est clairement un des premiers ouvrages où le cyberespace est cité pour la première fois. Enfin, il a vraiment imaginé des choses quand on le relit. Alors, le roman a un petit peu mal vieilli, hein. Si tu le relis aujourd'hui, je l'avais repris. Mais c'est un des pères fondateurs de la cyberpunk, de la culture cyberpunk, clairement. Oui, à partir de là, on va aller un peu plus loin. Là, maintenant, on a fait l'origine. Là, il y a eu des mouvements des années 90, beaucoup, où Microsoft a été mis à mal, entre autres. Et c'est toute l'époque où entre autres, principalement, que ça a été très connu, où la divulgation des vulnérabilités, tout ça est apparu. Comment ça s'est matérialisé, puis comment tout le marché a réagi de façon positive et négative à ces événements-là, parce qu'il y a eu beaucoup de fiascos de communication, on pourrait qualifier ça comme ça, à cette époque-là où il y avait de l'incompréhension mutuelle des objectifs de chacun. Exactement. En fait, ce qui s'est passé, alors c'est difficile de restituer tout là comme ça, mais si encore une fois, continuons dans l'histoire. Donc il y a eu, on en a parlé, les freakers, il y a eu les premiers virus qui sont apparus. Donc il y a une culture qui s'est installée. Entre-temps, à l'intérieur de cette grande communauté de hackers, geeks, voilà, appelons-le comme on veut, il y avait une sous-catégorie en particulier, c'était les hackers qui s'intéressaient aux failles de sécurité. Donc ça, c'est important à signaler parce que très, très vite, les hackers, on les réduit à des gars qui trouvent des failles. Or, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est quelque chose de beaucoup plus large, mais c'est important. Maintenant, on va faire un petit zoom. Donc, dans cette communauté-là, il y a deux grands mouvements qui se sont créés, on va dire presque un peu philosophiques sur la manière avec laquelle ces hackers-là abordaient le fait de trouver des failles. Il y avait d'un côté des gens qui trouvaient des failles, les remontaient par exemple à des entreprises, à des vendors, etc. Et typiquement, il y a une boîte qui a joué un rôle prépondérant, c'est Netscape. Alors Netscape, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des navigateurs, c'est un des premiers navigateurs que moi j'ai utilisé. J'imagine que tu l'as utilisé toi aussi. Donc, c'est le petit instant où on va se sentir un peu vieux tous les deux. Mais voilà, mais à l'époque, c'était The Navigateur, quoi. Et derrière ce navigateur-là, l'équipe dirigeante avait une communauté, encore une fois, de fans du projet et tout, qui aidaient le projet régulièrement. Et parmi eux, certains remontaient des failles de sécurité. Et l'équipe dirigeante de Netscape se sont dit à l'époque, ces gars-là, il faut vraiment qu'on les remercie. Ce qu'ils nous trouvent, ça a de la valeur. Il faut qu'on les remercie d'une manière ou d'une autre.
Donc à l'époque, je ne me rappelle plus, du nom du gars qui a sorti le terme. J'ai un trou de mémoire, ça me reviendra plus tard, et qui a imaginé le nom bug bounty, cette idée de dire on va donner une bounty, une prime pour le bug, une reconnaissance pour chaque bug. Et c'est vrai que bug à l'époque avait un sens beaucoup plus large que juste la faille de sécurité, quoi. Et ça prenait la forme d'un mug, d'un t-shirt, d'un mot écrit. Donc c'était plus un geste symbolique qu'autre chose pour remercier les gens de la communauté d'aider le projet. Néanmoins, du coup, on a eu un premier cas, des premiers cas en tout cas d'entreprises privées qui commençaient à reconnaître la valeur d'une faille de sécurité. C'est important de comprendre ça. Alors, il faut se projeter en arrière. On parle de 1995. 1995, il y a une première entreprise qui commence à se dire « Ah, le gars qui me trouve une faille de sécurité, pour moi, ça a de la valeur à tel point que plutôt que d'essayer de poursuivre en justice la personne ou autre, je vais le remercier. » Tout ce que je vais citer, c'est des choses qui vont se chevaucher un peu dans le temps. Donc, on a eu ce premier cas de figure. Et on a eu de plus en plus de hackers, et là, on va avoir une grande bifurcation, qui d'un côté se disaient « Mais non, mais attendez, si moi je trouve des failles de sécurité chez Microsoft, et par exemple, si je trouve une faille de sécurité qui permet je dis n'importe quoi, de voler des données d'utilisateurs Microsoft ou de craquer la licence de Microsoft, ça a quand même une valeur qui est, me semble-t-il, plus importante qu'un mug. Je peux peut-être espérer toucher autre chose plus qu'un mug parce qu'en fin de compte, ça, c'est du travail ce que je fais d'une manière ou d'une autre qui a de la valeur pour la société. Et de l'autre, il y a eu un autre mouvement qui était, donc ça, ce premier mouvement, c'est ce qui va s'appeler les normal free bugs. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, si je te trouve des failles de sécurité chez toi, s'il te plaît, tu reconnais mon travail et tu me rémunères de manière appropriée ou adéquate par rapport à ce que je t'ai trouvé. Et de l'autre côté, on va avoir le mouvement du full disclosure. Et ça s'est produit parce qu'il y a eu des hackers qui ont trouvé des failles de sécurité, qui les ont remontées aux entreprises pour qu'elles les corrigent, mais que les entreprises n'ont pas corrigé. Et puis au bout d'un moment, voyant que la faille n'était pas corrigée, les hackers ont décidé de rendre le rapport public pour interpeller, on en parlait tout à l'heure, donc là c'est un des principes de dire en fait le bien commun, pour interpeller l'espace public, pour dire non mais attendez, là il y a un problème, la société ne bouge pas alors il faut vraiment qu'elle corrige la faille de sécurité. Et donc là est créé le mouvement du full disclosure, c'est-à-dire il y a une communauté de hackers qui a dit je remonte une faille de sécurité. Et si l'entreprise ne fait pas le nécessaire pour corriger la faille de sécurité, à ce moment-là, je rends la chose publique. C'est une phase dans laquelle, d'un côté, il y a eu des choses comme, je disais, Netscape qui étaient sympas, qui commençaient à donner des fondations, mais de l'autre, il y a eu pas mal de procès, justement, parce que vous pouvez imaginer que les entreprises se disent, mais le hacker, il a sorti un rapport de faille de sécurité, ça met en danger notre réputation, etc., etc. On va aller les attaquer en justice. Pour grossir le trait encore une fois, et on pourra zoomer dans les détails, Nicolas, si tu le souhaites, mais en gros, ce qui est sorti de ça dans les grandes lignes, c'est que petit à petit, les juridictions, les interprétations des juges et autres ont commencé à pencher petit à petit vers les hackers. Ça n'a pas été un franc succès dès le début, mais en fonction des cas, petit à petit, il y a des juges qui ont commencé à dire, ou en tout cas, il y a une sorte de principe qui a commencé à s'installer chez tout le monde pour dire, et je vais essayer de le formuler de la manière suivante, il vaut mieux remercier les bonnes intentions que d'essayer de pénaliser les mauvais gars. C'est-à-dire qu'en gros, on a tous à gagner en énergie, en ressources. Si on sait que quelqu'un veut nous aider, à le remercier, dire super et faire le nécessaire et corriger, plutôt que d'aller dans des affaires compliquées juridiques, parce que si on ne corrige pas ce que la bonne personne a essayé de nous donner, on peut être certain qu'une mauvaise personne à un moment va l'utiliser contre nous, et là, les dommages vont être exponentiels. Et donc là, ça a donné une initiative dans laquelle vont commencer surtout à s'engouffrer de gros acteurs. Typiquement, un des gros événements phares qui a été lancé, qui a commencé à institutionnaliser ça, c'est le Pwn2Own.
Je pense que la première édition de Pond2Own, ça a été la folie, où justement des entreprises privées ont créé une sorte d'événement dans lequel il y avait vraiment des hackers qui venaient pour soumettre leurs failles et se faire rémunérer pour la faille. Alors l'événement, il a lieu sur quelques jours, mais on sait tous. On sait, pour ceux qui connaissent un peu comment ça fonctionne, que les hackers connaissent les failles un peu à l'avance, et que du coup, ils ont le temps de tweaker leur POC et tout. C'est plus un cadre dans lequel, avec les experts techniques, ils peuvent peaufiner leur POC pour être sûr que ça fonctionne et tout. Mais globalement, ils ont déjà l'attaque et c'est pas en 15 minutes qu'ils trouvent une attaque qui sort de nulle part sur un système. Mais néanmoins, ça a donné le pas pour dire, en fait, il y a des entreprises maintenant qui ont compris que, en fait, on peut collaborer avec ces gens-là et que même on est capable de les rémunérer. Il y a une sorte de modèle de rémunération. Alors, c'était sur un modèle de concours. Il y avait une idée de concours pour dire, voilà, on est prêt à les rémunérer. Donc, quand on combine tout ça, on est sorti cette idée de bug bounty que surtout des GAFA, je pense que Google, il a eu très tôt, ils ont eu des programmes. Il y a Facebook qui s'est lancé dans des programmes. Et eux, pour le coup, ils étaient vraiment sur le modèle du bug bounty. Eux, ils se sont vraiment dit, voilà, moi, j'ai un programme que j'ai créé sur mon propre outil. Si tu me trouves des failles de sécurité, mes équipes vont les traiter. Et si ça vaut vraiment la peine, on va te rewarder pour la deep faille. Donc voilà, ces étapes-là qui donneront lieu en fin de compte à une sorte de démocratisation de l'approche. Donc il y a de plus en plus d'entreprises qui vont s'intéresser. La seule chose qui va se passer, c'est que tout le monde n'a pas les moyens de Google, tout le monde n'a pas les équipes sécurité de Google, tout le monde n'a pas le budget sécurité de Google, tout le monde n'a pas forcément la maturité des ingénieurs qui trouvent des failles chez Google. Donc il y a eu des plateformes d'intermédiation qui ont vu la naissance. Et dont le rôle, c'était, si je le dis entre guillemets, de créer une sorte de marché blanc dans lequel des entreprises vont pouvoir collaborer avec des hackers éthiques d'une manière, on va dire, légale. Ouais, puis c'est très intéressant, tous ces éléments-là. Aussi, il y avait le DEF CON aussi, qui avait été un endroit de... Si on revient un peu dans l'histoire, yes. Là, ils sont rendus à 30 ans de DEF CON, c'est quand même pas rien. Qui était un endroit, justement, qui avait aidé. Puis quand tu as parlé de Pond2Own, oui, effectivement, c'est dans cet environnement-là, eux autres aussi étaient très présents dans ça où l'élément là de judiciarisation était très présent, malheureusement, là, où il y avait Spot de fait qui est né de ça, justement de repérer les agents fédéraux américains qui avaient été dans cette culture-là, mais finalement, là, tout s'est ramené comme un peu tu mentionnes. Les programmes, c'est pas simple non plus. Les grands, même Microsoft a eu beaucoup de difficultés à mettre le sien en œuvre. C'est pas à la portée de tout le monde. Puis c'est bien que c'est justement ces plateformes d'intermédiation viennent simplifier le traitement parce que c'est pas facile de mettre ça en place et de savoir quoi faire avec ça, comment les traiter, comment organiser ces choses. J'en ai vu quelques-uns qui se sont improvisés, puis les résultats sont relativement de piètre qualité. Non, mais c'est clair que, et puis je pense que là, on commence à toucher un peu à des éléments d'articulation, mais c'est vrai, hein, tu fais bien de citer le DEF CON parce que j'ai totalement oublié ça et tu as raison de le pointer. Toutes ces communautés-là n'auraient pas eu la portée qu'elles ont pu avoir sans tous les événements ou les associations en fait de hackers qui se sont créés. On va parler, tu vois, la DEF CON par exemple, effectivement aux États-Unis. La DEF CON c'est 1992. La première édition avec Jeff Moss, non, 92, 91 ou 93, ouais, c'est quelque chose comme ça. Donc tu vois, ça remonte à très longtemps. Ça, c'est un collectif important. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir en Allemagne le Chaos Computer Club, bien entendu, tu vois, pour l'Europe, qui est là un des éléments phares où il y a eu des collectifs de hackers qui se sont créés, enfin de collectifs de hackers, en tout cas de passionnés. Et c'est vrai que ces collectifs-là ont surtout un des éléments clés avec lequel ils ont rompu, c'est des fois l'isolation de certains hackers qui faisaient des trucs dans leur coin et qui pouvaient être mal conseillés ou qui, du coup, n'avaient pas d'espace pour réfléchir avec d'autres personnes pour comment on peut mieux défendre la cause des hackers, comment on peut la vulgariser, comment on peut la présenter, comment on peut la démocratiser.
Et c'est vrai que ces événements-là, maintenant, il y en a partout dans le monde, et tant mieux, ont joué un rôle essentiel. Et ensuite, c'est vrai que, comme toute chose, à partir du moment où on va rentrer dans le monde privé, c'est-à-dire à partir du moment où des entreprises comme la mienne, je me mets moi-même dans le panier, on va s'approprier le sujet pour en faire un business, on peut dire ce qu'on veut. On va se poser des questions de contractuel, d'assurance, qualité de service, de professionnalisation, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire un mélange des genres. On n'est pas une ONG, on peut pas même si tu vois, par exemple, moi je suis convaincu que les hackers avec qui on travaille, ils ont cet idéal des premières générations. Nous, ce qu'on attend quand on va rentrer sur la plateforme, c'est un travail, quoi. Tu vois, il va y avoir un travail qui va être livré entre guillemets pour une rémunération. Et c'est vrai que tout d'un coup, il y a un changement de logique, mais qui est plutôt très bien, c'est-à-dire qu'il va permettre d'industrialiser ce qui est industrialisable dans l'approche et de laisser ce qui ne l'est pas dans le cadre, on va dire, personnel ou dans le cadre associatif ou autre. Et je pense qu'on est au début de tout ça, parce que tout ça est quand même assez récent. Je pense que là, on va rentrer dans une phase où, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça va devenir, par exemple, le bug hunting devient un métier à part entière. Avec les attentes, oui. Voilà, avec les attentes, avec le mindset, avec les frameworks que tu peux utiliser, avec presque petit à petit les fautes professionnelles, tu vois, ce que tu ne peux pas te permettre en tant que bug hunter. Je suis persuadé qu'on est au début en fait de tout ça et qu'il va y avoir de grandes structurations et de nouvelles familles d'activités qui vont apparaître avec ces plateformes qui perturbent des fois les écosystèmes classiques. Absolument. Puis, de toute façon, les grands éléments, c'est bien que tu as cité en Allemagne aussi, qui est assez majeur puis qui était quand même très influent. Ces grandes associations-là, si on veut, de gens ou d'événements, ont permis justement de structurer puis de ramener un peu d'ordre dans le désordre, même si ce qu'on pourrait appeler les hackers, c'est des gens qui aiment le désordre en quelque sorte, qui viennent mettre du désordre dans l'ordre, mais qui est somme toute important, fait qu'ils ont aidé à structurer ces éléments-là, parce que l'époque du full disclosure, ça a été très amer pour bien des acteurs, ça a été très difficile. Il y a des gens là-dedans qui ont passé dans le système judiciaire de façon atroce. Il y a des compagnies qui ont abusé aussi du système judiciaire pour écraser des gens à travers ça. Ça n'a pas été une époque qui a été très, très joyeuse pour des acteurs un peu plus curieux que d'autres. Ouais, tout à fait. Alors, c'est la période du full disclosure a été très dure. Et tu vois, si on en est arrivé là, c'est parce qu'il y a parce qu'il y a vraiment des gens qui se sont battus. Et quand on se dit battus, je pense qu'on peut revenir à plein d'exemples où il y a des gens qui se sont retrouvés emprisonnés. Il y a certaines carrières qui ont été détruites. D'autres ont eu la chance d'être embauchés par les boîtes à qui ils ont trouvé des failles. Mais on a quelques-uns qui se sont retrouvés, vraiment en difficulté. Et c'est parce que cette communauté-là de hackers s'est solidarisée et s'est battue pour expliquer en fait la démarche, l'installer, qu'aujourd'hui on a ce genre d'approche qui s'installe. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça, aussi bien au UK qu'aux États-Unis, il y a de nouvelles jurisprudences qui ont été votées, qui vont vers encore plus d'acceptation de collaboration avec les hackers. Aux États-Unis, il y a eu un jugement qui a été rendu il y a pas très longtemps, qui a été un jugement majeur, mais surtout il y a pas si longtemps que ça au UK. C'était quand au UK? C'était au moment pas loin de la fête de la musique là en France, donc il y a peut-être 2 semaines ou une semaine, j'essaie de me rappeler. Bon, je vais finir par pendant que tu te rappelles, je vais parler ça du cas américain parce que ça a amené, le département de justice a changé les critères d'accusation justement pour remettre la bonne foi
comme étant un élément très important dans le contexte justement de comment ils font ça. Fait que maintenant, si un chercheur est de bonne foi, il va se soustraire à des accusations pénales, ce qui est déjà une très grande avancée en termes de perception. Comment on a avancé, mais on parle de 30, 40 ans de cheminement pour en arriver à ce stade-là, où on commence à avoir d'un point de vue des autorités une meilleure compréhension du rôle que ces personnes-là jouent dans le système et aussi que ces communautés-là, puis le DEFCON, puis l'élément à la main que le nom m'échappe, justement, viennent justement mettre baliser correctement pour qu'on soit capable de façon sociale de déterminer où est la ligne et où est cette ligne-là. Puis là, tu as parlé de professionnalisation. C'est important parce que je travaille dans le milieu depuis plus de 20 ans. Puis au début, c'était obscur un peu le chemin, les gens comprenaient pas trop. Fait que là, il y a beaucoup de jurisprudence, il y a beaucoup de clarté sur comment on peut exécuter notre travail de façon légale. Puis justement, une compagnie comme la tienne vient arriver dans ce chemin-là, justement pour faciliter la légitimité de travail de ces gens un peu trop curieux qu'on les amène à utiliser cette curiosité à bon escient. Mais en tout cas, ces changements-là sont très importants et très positifs à mon avis sur où on s'en va. Là. Et tu fais bien de dire parce que c'était aussi le sujet au UK. C'est le mot clé. C'était vraiment cette histoire de bonne foi. Et j'aimerais bien qu'on s'arrête sur ça parce que des fois, ces sujets-là ont l'air d'être simples, mais en fin de compte, ils ne le sont pas. Et d'ailleurs, au UK, il y a eu un amendement qui a été voté justement pour un renforcement de la protection des hackers éthiques, avec justement cette idée de dire la bonne foi. Je vais faire juste un dézoom avant de revenir sur ces sujets-là. Si tu veux, c'est tout ce qu'on doit tous comprendre, y compris parmi les grandes communautés de hackers et de professionnels. La promesse de plateformes comme Yogosha ou autres, elle est assez simple. Il n'y a pas d'enjeu technologique de dingue dedans. C'est un hacker va rentrer par la plateforme et il va soumettre une faille de sécurité à un client et le client va typiquement le rémunérer pour la faille de sécurité. En fait, il y a plusieurs enjeux qui vont se cumuler et qui sont d'un point de vue juridique qui ne sont pas si évidents que ça. Maintenant, laissant de côté ce côté plateforme qui quand même amène un certain cadre. Dans l'absolu, une des difficultés et qui n'a vraiment pas été facile. C'est pour ça que ça prend aussi du temps. C'est pas juste de la fainéantise ou autre. C'est la caractérisation de la bonne foi. Comment tu fais Parce que tu peux dire, ok, un hacker il est de bonne foi s'il accepte de donner le rapport, le rédiger, donner les éléments, etc. Super. Mais après, on peut dire, pour que ça soit bien caractérisé, il faut en durée. Il faut limiter ça dans le temps. Ça peut pas être ad vitam aeternam. Typiquement, parce que de l'autre côté, les hackers peuvent te dire, mais moi, l'entreprise, elle peut abuser de cette situation-là. Moi, je peux venir, lui donner les rapports de failles, mais du coup, si au bout de 6 mois, elle ne corrige pas, on fait quoi? On la laisse comme ça, on fait une action en justice, je fais le public disclosure. Et comme on rentre en fait dans le cadre du droit, qui est presque de l'algorithmique en fait, le droit, c'est très algorithmique, c'est très carré, et ben on tombe dans des questions vraiment bêtes et vraiment méchantes. Est-ce qu'on met 6 mois? Est-ce qu'on met 3 mois de délai? Est-ce qu'on met 9 mois? Et donc, du coup, il y a des gens qui disent, ah bah ouais, mais moi, 9 mois, c'est pas suffisant. D'autres qui vont dire, ouais, mais moi, 3 mois, est-ce qu'on met 3 mois à partir du moment où où le client a eu connaissance de tous les éléments pour pouvoir corriger? Super. Ça veut dire quoi? Il a eu connaissance de tous les éléments pour pouvoir corriger. Et en fait, il y a eu plein d'initiatives qui ont été faites, qui marchaient, qui ne marchaient pas. Je disais, on a eu le full disclosure, puis à un moment, il y a eu le public disclosure, puis il y a eu maintenant les coordinated vulnerability disclosure. Et ce qu'on doit tous accepter, nous les premiers, c'est-à-dire nous les professionnels de la cybersécurité, c'est que c'est un processus qui ne s'arrêtera jamais. En fait, on ne va pas atteindre un moment où on va se dire, OK, c'est bon, on a trouvé la solution, on sait comment ça va collaborer. Il faut accepter qu'on est dans un effort d'amélioration continue
et dans lequel on a tous intérêt, et c'est le mot, à se professionnaliser, parce que d'un côté, et c'est peut-être ceux qui étaient les plus vulnérables jusqu'à aujourd'hui, pour que les hackers soient de plus en plus protégés, ils ont besoin de plus en plus de statuts pro. Plus on pourra avoir des accréditations, des habilitations, des identifications professionnelles, plus ils seront protégés. Plus ça réduira le champ des interprétations et aussi les entreprises. Plus les démarches vont se professionnaliser, plus les entreprises sauront s'inscrire dans ce genre d'approche sans qu'à chaque fois ils aient l'impression d'être pris au chantage ou en fait que ça soit effectivement du chantage un peu camouflé. Donc tu vois par exemple cet élément de bonne foi qui est un élément clé, et c'est des éléments qui sont très connus dans la loi, mais typiquement dans ce cadre-là, je crois qu'on est en train de parler d'à peu près 15 ans de discussion autour de la notion de bonne foi. Hein. Et ça continue, donc il y a toujours des nouvelles lignes qui sont gagnées, des nouvelles étapes qui sont gagnées, mais il va encore y avoir des questions autour de la bonne foi, quoi, tu vois. Oui, puis tout ça n'est pas ça. Tout ça, quand on parle du cadre juridique, rien n'est simple. Fait que c'est un peu normal que ça avance comme ça. Fait que c'est à grands coups de bataille et de grands cas connus. Puis d'ailleurs, ça me fait penser au Québec dans on a eu un cas, une ratée médiatisée dans lequel on a un certain Louis qui a discuté de la plateforme de vaccination du Québec, et ainsi de suite, et en ce sens-là, été trop rapide. Quand on parlait justement de vitesse de full disclosure, lui, il s'est précipité dans les médias après, je pense, 24 ou 48 heures après avoir divulgué l'élément en croyant que le monde n'allait pas assez vite. Fait que, il y a aussi le volet de professionnalisation qui va devenir important pour que les gens du grand public comprennent, comme les ingénieurs, comme les médecins, comme toutes ces professions-là, les avocats, ont des ordres professionnels qui les encadrent. Fait que moi, je peux pas m'improviser médecin, je peux pas m'improviser avocat tant que j'ai pas soumis ce genre de choses-là. Fait que c'est dans cet espace public-là, on en vienne à ce genre de choses-là pour éviter genre qu'un Louis, qui est un nom fictif, réapparaisse et qui se mêle de choses qu'il ne contrôle pas et qu'il ne connaît pas, parce que cet individu, ce qu'on a pu savoir, parce qu'on n'a jamais su c'était vraiment qui, en tout cas pas moi, j'ai jamais su c'était qui. C'est une personne trop curieuse, un peu comme on avait dans notre époque des années 90, qui s'est énervé un peu trop rapidement, puis qui est allé dans les médias. Mais lui, s'il avait été encadré correctement, on n'aurait pas eu tout le fiasco médiatique qui est entouré de ce genre de choses-là. Puis j'imagine qu'il y en a eu en France dans les dernières années aussi de cas similaires où les gens sans connaissance. Il y a toujours, oui, mais effectivement, il y a toujours parce que, et encore une fois, et c'est la partie la plus compliquée, c'est que, en fin de compte, on est sur de l'humain. Donc, on est sur des individus qui ont leur parcours, qui ont leur psychologie, qui ont voilà tout un tas de choses qui font que, à un moment, ils vont privilégier un canal de communication, une manière de communication ou une autre. Mais les implications, elles, peuvent être systémiques. C'est-à-dire qu'une sortie communication sur un sujet, sur un média, en fait, après, elle peut avoir un effet cataclysmique. Donc, et puis, on est dans un monde aujourd'hui où, tu le sais, la communication n'est plus du tout une communication bidirectionnelle ou avec on va dire des espaces de communication limités. Tu fais un truc aujourd'hui au Canada, dans la seconde qui suit, ça donne une réaction en Chine, quoi, de l'autre côté. Et donc ça aussi, ça fait partie des éléments que nous-mêmes on ne maîtrise pas forcément. Et donc c'est vrai que sur les sujets de cybersécurité, je pense qu'il y a tous les ans des cas de sortie de communication qui passent de travers, qui sortent au mauvais moment, pas au mauvais endroit. Et donc ça nécessite beaucoup de sang-froid, beaucoup de calme, parce que c'est un métier qui est déjà de base assez anxiogène, et que derrière, il faut aussi très vite démêler le vrai du faux. En fait, la vraie difficulté, c'est que si quelqu'un remonte une info et il se trouve que c'est une vraie faille, il faut pouvoir l'analyser vite, mettre les efforts qui vont bien, être capable de le corriger, de colmater le truc dans des bonnes conditions. Et si ça n'est pas le cas, il faut très vite arrêter la discussion et passer à autre chose, parce qu'il faut que tout le monde mette son énergie dans les vraies batailles. Trouver cet équilibre, tu l'auras compris, presque impossible à trouver. Ça fait partie justement des gros sujets, des grosses difficultés
qu'il faut traiter, mais je pense qu'on commence aujourd'hui quand même à avoir de plus en plus de monde qui est sensibilisé, de plus en plus de monde qui joue le jeu. Et puis, je reste persuadé que, en fait, tout le monde va devoir élever le niveau. Le pire qui puisse nous arriver, et c'est ce que moi j'essaie un petit peu de combattre, mais à ma petite échelle, hein, c'est vraiment sans aucune arrogance ou cas, c'est en toute humilité, c'est que les plateformes, elles doivent vraiment jouer leur jeu, leur rôle de plateforme pour s'assurer qu'il y a un cadre vraiment qui fait que on va pas retomber dans des formes d'abus qu'on a pu avoir avec d'autres plateformes qui n'étaient pas dans la cybersécurité. Par exemple, créer de la précarité, créer du travail déguisé, faire miroiter à des gens qui vont devenir millionnaires, alors que les gars qui gagnent des millions avec le bug bounty, c'est quand même, ça reste des populations très particulières. Tu vois, je pense qu'il y a tout un travail, voilà, pour faire ça, et puis surtout tout un travail de, je vais mettre ce terme-là entre guillemets, de neutralité. C'est-à-dire qu'une plateforme se doit de fluidifier les échanges, si on part sur le principe de plateforme, et il ne faut pas qu'elle soit jugée partie. Et c'est très compliqué dans ce genre de modèle. Et c'est pour ça que typiquement, tu vois, par exemple, ce qu'on a vu avec des plateformes comme Uber ou autres, très vite, les plateformes peuvent avoir des ascendants hiérarchiques sur les hackers. Et les plateformes doivent faire très attention à ça pour justement laisser les hackers, donc les travailleurs indépendants, faire leur travail et les clients, et s'assurer que les deux puissent communiquer proprement, quoi. Et bien entendu, s'il y a un malentendu, là, la plateforme peut faire son travail de plateforme classique. Mais tu vois, ça pour moi, c'est une des grosses difficultés, en tout cas un des gros défis. C'est comment s'assurer que ce marché-là ne va pas être dévalorisé. Et puis deux, comment on va faire une montée en gamme pour vraiment s'assurer que ça sera de plus en plus professionnel. Bon, c'est un effet collectif. Hein, je veux dire, je pense que tout le monde joue le jeu dans ce sens-là. Je pense que les résultats vont arriver. Après, il faut miser sur le long terme. Il faut pas être court-termiste sur ce genre de bataille. Il faut vraiment se dire qu'on est parti pour pas mal d'années et que de toute façon, on aura de nouvelles surprises, on aura de nouveaux cas de figure. Et il faudra être prêt de se reposer les questions à nouveau et de voir comment on peut améliorer la sécurité et des entreprises et des citoyens et bien entendu protéger les hackers qui utilisent leurs compétences à bon escient pour aider des entreprises à se sécuriser. D'ailleurs, tu vois, ça me fait penser à un truc que je dis et j'en profite puisque voilà, on est dans un cadre d'un podcast. Tu vois, moi, je suis toujours. Les gens sont très surpris quand je leur dis, par exemple, nous, on a lancé un programme, tu vois, durant la Covid, quand il y a eu la Covid, il y a des hôpitaux qui se sont fait attaquer. Tu le sais. Ce qui est pour moi le maximum de la disgrâce humaine, quoi. C'est-à-dire dans une phase où les hôpitaux, il y a des gens qui sont en train de mourir, tu as quand même des gens qui veulent aller prendre de l'argent, voler de l'argent à des hôpitaux. Je trouve ça dingue. Donc, du coup, nous, on a proposé une idée aux hackers en leur disant, écoutez, nous, on avait l'habitude de faire une initiative qu'on appelait Hack for Values, où en gros, les hackers, ils travaillaient de manière bénévole pour aider des ONG d'utilité publique, reconnues d'utilité publique, comme par exemple Amnesty ou d'autres, à sécuriser leur système d'information. Et donc, on a dit, écoutez, il y a les hôpitaux, on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. Est-ce que ça vous dirait de faire un Hack for Values sur les hôpitaux? Et les hackers ont accepté. Et donc, il y en a plein, mais vraiment plein qui ont travaillé pro bono pour remonter des failles de sécurité à des hôpitaux durant la phase de Covid et les aider à se sécuriser. Et tu vois, ça permet vraiment de montrer que, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure au début, cet idéal-là, ça anime une partie de la communauté, c'est très présent et c'est pas juste du blabla métal, il est vraiment présent. Et encore une fois, après, je reprends ma casquette. Le tout, c'est de amener un cadre qui fait que ces gens-là qui ont cette idéo-là, ils peuvent travailler sans se mettre en danger, sans mettre les autres en danger. Et notre rôle, c'est de trouver le bon équilibre
pour un petit peu avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que on n'est pas 100% d'accord avec tout ce que vont dire les hackers. On n'est pas 100% d'accord avec tout ce que vont dire les entreprises, mais il faut qu'on trouve le compromis qui fait que tout cela marche, tout en garantissant aux entreprises que les hackers avec qui ils travaillent sont pros, et tout en garantissant aux hackers que les entreprises avec lesquelles ils vont travailler ne vont pas quelque part exploiter leur travail. Oui, ben là, on est en train de glisser sur le prochain épisode. Donc on va pas mal arrêter pas mal là, mais tu sais, puis je vais conclure sur le fait que c'est quand même un milieu qui évolue depuis 30 à 40 ans. Ça va continuer à évoluer pendant encore beaucoup d'années parce que ce n'est pas simple comme élément. Il y a 40 ans, on avait un peu de misère. Tu citais justement un livre qui est paru il y a 40 ans, qui mettait les bases de ce qu'on discute maintenant. Et le fait que cette réalité-là se matérialise, comment on la vit maintenant, ça leur a pris pas loin, presque 40 ans quand même avant que ça atterrisse. Donc, on a encore un long chemin d'apprentissage collectif à aller dans tout ça. Donc, je termine là-dessus. Je te laisse le mot de la fin. Eh ben, écoute, le mot de la fin, je pense peut-être se dire, effectivement, tu vois, tout ce qu'on vit aujourd'hui s'explique par l'histoire. Ça ne sort pas ça ne sort pas de nulle part. Si je devais m'arrêter sur un mot peut-être de ce que nous a appris cette histoire-là, c'est que collectivement, en tant qu'individu, en tant que citoyen, quand il s'agit de cybersécurité, soit on va gagner ensemble, soit on va perdre ensemble. Il y a vraiment une nécessité de comprendre que la collaboration n'est pas un luxe, elle est essentielle. Et il faut se mettre dans cet état d'esprit, sinon on ne va pas s'en sortir et les attaquants, les malveillants, les cybercriminels auront toujours une longueur d'avance qu'on ne va pas pouvoir rattraper. Merci énormément pour ton temps et ta générosité. Je t'en prie, c'était un vrai plaisir.